Source de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. La ville d'Edmonton, en Alberta, est une jolie ville prospère, traversée par une profonde vallée au fond de laquelle coulent les eaux claires d'une rivière. Mais l'innocence des apparences cache parfois une réalité trouble. D'un quartier résidentiel, avec ses ruelles tranquilles, peut survenir un crime sanglant, aux circonstances hors du commun. Cette affaire commence par la disparition suspecte de John Altinger, un homme de 38 ans, sociable, apprécié de tous. Ce n'était pas une personne qui semblait être mêlée à quoi que ce soit de malhonnête. Non, John Altinger semblait être un individu ordinaire, en apparence normale. Il était allé travailler, il était revenu à la maison et là, il était porté disparu. Les amis d'Altinger, inquiets de ne pas avoir de nouvelles, préviennent la police le 17 octobre 2008. Après moins d'une semaine, l'enquête de disparition n'aboutissant pas, le dossier arrive entre les mains de Bill Clark, détective vétéran de l'unité des homicides. Ils ont reçu des courriels qui indiquaient que Johnny s'était enfui avec une femme au Costa Rica. Et ils se posaient des questions, car chaque fois qu'ils ont reçu un courriel, ils ont répondu. Mais ils n'ont jamais reçu de réponse de Johnny. Et un grand nombre de ses amis ont reçu ce courriel. Ils sont allés à son appartement et ont découvert que son passeport était toujours là et que ses valises étaient là. Donc, le passeport très inhabituel parce que, de toute évidence, vous ne pouvez plus entrer dans ces autres pays sans un passeport. Vous savez, même en 2008. Mais aussi, c'est que sa Mazda rouge avait disparu. Les choses n'auguraient rien de bon, je veux dire, rien d'évident. Et une autre chose importante qu'ils avaient reçue, c'était un courriel qui donnait des indications pour se rendre à un garage et sur la façon dont il allait rencontrer une femme nommée Jen. Est-ce que cette Jen, rencontrée au garage, serait la personne avec qui John Altinger est allé au Costa Rica? Ils ont suivi les indications et ils ont trouvé le garage. Le garage était dans un quartier résidentiel de classe moyenne. Rien d'inhabituel concernant le quartier. Ils se sont dirigés vers le garage qui était verrouillé. La police découvre alors qu'un dénommé Mark Twitchell loue ce garage. Celui-ci accepte de les rencontrer pour leur donner accès. Et il leur dit pourquoi il a loué le garage. Et essentiellement, il se décrit comme un cinéaste émergent. Il avait une équipe de tournage et du matériel cinématographique. Ils avaient utilisé le garage et fait quelques tournages ici en septembre. Il a indiqué à plusieurs reprises aux agents de police le type de film dont il était question. Il tournait un film sur un gars il appelait le film « Château de cartes ». Et le gars a été attiré au garage et finalement tué dans le garage. C'était un genre de leurre par Internet. Twitchell s'aperçoit que la serrure de la porte du garage a été changée et qu'il n'a pas la clé. Avec sa permission, la police coupe le cadenas et entre dans le garage. Il ne trouve rien, c'est juste un garage vide. Il y avait une table, une chaise, il y avait, vous savez, des étagères avec différents types d'articles, beaucoup de produits de nettoyage. Et Mark Twitchell regardait toutes ces choses et a dit « Ouais, ce sont toutes mes affaires ». À plusieurs reprises, les policiers demandent à Mark Twitchell s'il a vu ou connaît John Altinger et s'il a remarqué une voiture rouge. Twitchell répond non sans hésitation. L'officier interroge Twitchell à propos d'un reçu trouvé dans le garage. Il provient d'une quincaillerie pour l'achat d'une serrure avec une carte de crédit et est daté de quelques jours auparavant. Et nous avons été en mesure de prouver où il a acheté cette serrure et nous avons obtenu le reçu et tout. Twitchell est contraint d'avouer qu'il s'agit bien de sa carte et s'excuse de sa mauvaise mémoire. Le surprenant à mentir, le policier profite de l'attitude coopérative de Twitchell pour lui demander de venir faire une déposition au poste de police. Par prudence, les policiers mettent le garage sous surveillance et en interdisent l'accès, jusqu'à l'obtention de plus amples informations. En l'absence de théories concrètes pouvant expliquer la disparition de John Altinger, le détective Bill Clark révise les notes de l'entrevue de Twitchell. Je me souviens de m'être dit « Oh, ce type, Mark Twitchell, est vraiment facile à interroger. Il est vraiment ouvert. » Et il a répondu à toutes les questions et il avait des réponses logiques à ces questions.
Je n'ai pas remarqué de signe évident de tromperie durant cet interrogatoire. Entre-temps, les douanes américaines confirment qu'Altinger n'est pas entré dans l'espace aérien américain, ce qu'il aurait dû faire pour aller au Costa Rica. Les enquêteurs sont maintenant persuadés qu'il est arrivé quelque chose à Altinger. Le détective Bill Clark et son collègue, le détective Mark Anstey, se partagent les tâches. Clark mènera l'enquête sur le terrain. Anstey s'occupera du travail de bureau. Prochaine étape, le domicile du disparu. Nous avons dépêché notre équipe d'experts en scène de crime à l'appartement de Johnny. La première étape qui s'impose, nous recherchons des signes de lutte, des traces de sang, tout signe d'acte suspect. C'est donc là que nous commençons. Pour l'appartement de Johnny, nous n'avons pas besoin d'un mandat de perquisition. Alors nous commençons à faire notre examen tout en sachant que ses amis y étaient venus. Ils ne trouvent rien d'inhabituel. Ils ont trouvé les mêmes choses que les amis. Ils trouvent les valises, ils trouvent le passeport, ils trouvent, vous savez, de la vaisselle sale. L'endroit n'est pas sale, mais ce n'est pas entretenu. Ils ont trouvé qu'une imprimante manquait, et ses amis ont dit qu'il avait un ordinateur portable, qui était manquant. Un mandat de perquisition pour le garage est demandé, mais celui-ci leur est refusé par le juge, et pour cause. Nous ne pouvions pas prouver que quelque chose était arrivé à John. À part le fait qu'il était porté disparu, on ne pouvait pas dire qu'il avait été blessé, kidnappé ou assassiné. Vous avez besoin d'une infraction criminelle pour obtenir un mandat de perquisition. Le détective Bill Clark propose alors de faire signer une demande de consentement à Twitchell pour la fouille du garage. Il appelle Twitchell, qu'il trouve à son domicile à Saint-Albert, au nord d'Edmonton. Twitchell accepte de signer. Clark lui organise une rencontre avec un autre détective, Brian Murphy. Mark Twitchell est très coopératif. Mais avant qu'il ne signe un consentement, il révèle volontairement des informations très intéressantes à Murphy. Eh bien, en 30 minutes, toute l'affaire change complètement. Pendant que Twitchell retourne à sa voiture pour retrouver la nouvelle clé du garage, le détective Murphy téléphone au poste. Nous sommes assis là, puis Brian appelle et il dit « Vous n'allez pas le croire, Mark Twitchell vient juste de me dire qu'il a acheté une voiture rouge d'un gars. » Alors nous demandons à Brian « En code, es-tu seul? » Et il nous informe que « Non, je ne suis pas seul. » Donc nous disons à Brian « Continue de discuter avec lui, ne le laisse aller nulle part. » La coïncidence est trop grosse. La voiture du disparu est rouge et celle achetée par Twitchell aussi. Pour Clark, Twitchell vient de se transformer en personne de grand intérêt, à manier avec précaution. Évidemment, maintenant, nous ne voulons pas le questionner dans la voiture. Nous voulons que tout soit enregistré et que, dès le départ, nous soyons préparés à comparaître en cours. Alors nous lui disons, venez au poste de police et le détective Clark va vous rencontrer et nous ferons une entrevue. Puis vous repartirez. Vous avez seulement à exposer ce qui touche à la voiture rouge. Twitchell est Monsieur Coopération. Il répond seulement, pas de problème, je vais le faire. Bill Clark s'apprête à rencontrer son suspect en personne pour la première fois. Cette confrontation lui permettra-t-elle de découvrir ce qu'il est advenu de John Altinger et d'éclaircir quel est le rôle que Mark Twitchell joue dans cette affaire? Le vendredi 10 octobre 2008, John Altinger envoie un courriel étrange à ses amis affirmant qu'il est parti au Costa Rica avec la femme de ses rêves. Mais ses amis n'en croient rien et alertent la police. La piste de la disparition conduit à Mark Twitchell, un soi-disant cinéaste qui avoue avoir acheté une voiture rouge qui pourrait être celle du disparu. Le détective Clark invite Twitchell au poste de police pour sa première entrevue. C'était la première fois que je le rencontrais. Je lui ai serré la main. Il semblait être un bon gars. Rien d'inhabituel à propos de lui. Nous sommes entrés dans ce que nous appelons une salle d'interrogatoire confortable. Je sais que les échanges sont enregistrés. Je ne le dis pas aux gens que nous sommes enregistrés. Je suis sûr qu'il le savait ou qu'il a dû y penser. Je demande à Twitchell d'écrire une déclaration sur ce qu'il a oublié de nous dire. Commencez à partir du moment où vous avez loué le garage. Parlez-moi de vos films. Dites-moi tout ce qui est arrivé jusqu'à ce soir, aussi loin que cela vous ramène. Prenez votre temps. Alors, je lui donne tout un tas de formulaires et un stylo, puis il commence à écrire. Pendant que les détectives l'observent dans une pièce adjacente, Twitchell remplit feuille après feuille. Il écrit pendant plus de 2 heures, ce qui est incroyable. Je n'ai jamais vu cela se produire avec personne.
Sur 8 pages, j'ai environ 6 pages sur les débuts de Mark Twitchell, me disant tout sur son entreprise cinématographique et combien il est extraordinaire et tout le tournage qu'il fait. Il est censé me parler de cette voiture rouge et comment cela est survenu. J'ai environ 2 paragraphes sur la voiture rouge. C'est très peu. Ce qu'il a écrit dans la déclaration était essentiellement qu'il est à une station d'essence, il fait le plein d'essence, il se gare sur le côté de la route parce qu'il reçoit un appel téléphonique, puis un homme arrive et frappe à sa vitre et dit « Ouais, voulez-vous acheter ma voiture rouge pour 40 $? » Voilà sa déclaration écrite. Alors je pense, allons donc, ça n'a pas de sens. Ensuite, Twitchell raconte l'histoire de façon plus détaillée pendant 2 heures, sans interruption. Fait assez intéressant, il décrit un homme qui ressemble beaucoup à Johnny. Vous savez, ce type blanc, et il mesure environ 6 pieds, il a les cheveux bruns, et il m'a dit qu'il partait au large avec sa maman gâteau. Et il voulait vendre sa voiture. Il était juste là, dans le stationnement. Twitchell raconte qu'il a demandé au type à la Mazda de le conduire au garage qu'il loue, et que rendu là, il lui a donné ses 40 $ sans faire de contrat. Il dit « C'est tout ?» J'ai dit « D'accord. » Et il dit « Et je m'excuse de n'avoir rien dit au sujet de la voiture rouge. » J'ai dit « Eh bien, cela vous est sorti de l'esprit, ce n'est pas grave. » Tout ce temps-là, je pense « Allons donc, mais je vais quand même de l'avant avec ça. » Il est près de 3 heures du matin. Twitchell raconte qu'il doit faire appel à son ami Josh pour conduire la Mazda parce qu'il ne sait pas conduire les voitures manuelles. Immédiatement, le détective Mark Anstey, qui assiste à l'entrevue devant un moniteur, envoie une patrouille chez Josh, dont Twitchell vient de donner l'adresse. Après l'entrevue, je fais une pause. Je sors et je dis « Ce gars est impliqué jusqu'au cou. » J'ai parlé au détective Mark Anstey et au détective Murphy. Ils me disent « Nous avons la voiture rouge. Nous sommes à la maison de Josh maintenant. Nous avons des agents ici. Ils ont trouvé la voiture. Elle est dans l'allée. » J'ai dit « Nous devons la saisir. » Bill Clark retourne dans la salle d'interrogatoire et change d'attitude. J'adore être le mauvais flic. Le rôle de bon flic est vraiment difficile pour moi à certains moments. Je suis comme un acteur disant « Oh, Twitchell, tu dis n'importe quoi, vous savez. » Mais je prends un air sérieux et je joue le rôle. Je suis juste un flic stupide. Vous savez, j'ai vraiment pu voir que durant l'interrogatoire, Mark pensait qu'il était intelligent et qu'il était plus intelligent que moi. Alors c'est parfait, ça a joué en ma faveur. Je vais jouer avec cela. L'interrogatoire se transforme en duel de volonté entre le détective Bill Clark et Twitchell. Parce que je sais où se trouve la caméra, je ne voulais pas bloquer la vue parce que nous voulons voir son expression faciale et son langage corporel. Et j'ai dit, je vais juste vous rappeler que si vous souhaitez appeler un avocat à n'importe quel moment, vous le pouvez. Et je dis, Mark, je sais que vous êtes impliqué dans la disparition de Johnny Altinger. Et je ne dis rien. Eh bien, il y a une pause de 13 secondes où il ne dit rien. Il est comme un chevreuil devant les phares d'une voiture. Et puis Mark dit, pourquoi? Et je pense, oh mon Dieu, quelle réponse. Du genre, vous êtes coupable de quelque chose, mon pote. Après qu'il a trébuché avec le pourquoi, je m'assois et c'est la première fois qu'il est vraiment mal à l'aise. À ce moment, il commence à se fermer comme une huître. Il devient très silencieux. Il croise les bras et parfois il est juste mal à l'aise. Il n'a jamais demandé s'il pouvait partir et je ne le propose pas. Je continue de parler. Le problème, c'est que dans 15 minutes, j'aurai terminé. Je n'ai rien d'autre à lui dire que je sais. Je dis, à un moment donné, vous savez que vous n'allez pas être capable de vivre avec vous-même, avec ce que vous avez fait. Je fais allusion au fait qu'il a tué John, mais sans le dire. Et il a fait un commentaire, vous seriez surpris, ce avec quoi je peux vivre. Twitchell a-t-il laissé échapper un mot de trop? Qu'a-t-il bien voulu dire par cette petite phrase? Mais les enquêteurs ne relèvent pas cette remarque. Il est maintenant presque 6 heures du matin. Les policiers n'ont pas de quoi arrêter Twitchell. Soudainement, celui-ci demande à parler à un avocat. Entre-temps, les enquêteurs craignent que Twitchell n'essaie de détruire des preuves. Ils demandent un mandat pour le mettre sous surveillance. Une fois l'entrevue de Twitchell terminée, le détective Bill Clark escorte Twitchell à l'extérieur, où il entend bien jouer sa dernière carte. Nous nous rendons à l'avant et je dis « Je prends votre voiture ».
Il était surpris que je prenne sa voiture. J'ai dit « Oui, vous m'avez dit que les clés et la plaque d'immatriculation étaient à l'intérieur. Alors je vais obtenir un mandat de perquisition et saisir ces items. » Et il dit « J'ai juste besoin de prendre une ou deux choses dans la voiture. » Je dis « Vous ne prendrez rien dans cette voiture, rien. Vous pouvez partir. » Il me tend les clés et je lui dis alors « Je sais que vous l'avez tué. Je vais vous coincer. C'est juste une question de temps. » Il m'a simplement regardé et s'est retourné, puis s'est éloigné. Je l'ai observé marcher dans la rue. Mark, comme nous le savons, n'est pas retourné à sa maison de Saint-Albert. Il a fini par rester à la maison de ses parents à Edmonton, dans le quartier de l'extrémité nord. Et à partir du lendemain, nous surveillons cette résidence et Mark Twitchell. Le 21 octobre commence la fouille de la voiture de Twitchell, qui recèle de nombreuses surprises. Le mandat de perquisition pour la voiture de Mark Twitchell était une véritable mine d'or. Il avait une carte routière dessinée à la main sur un autocollant jaune qui menait du garage à l'appartement de Johnny Altinger sur la rue Ellerslie. C'est un énorme élément de preuve. Pourquoi auriez-vous ça? Il avait des autocollants, en fait, qui disaient qu'il allait avoir des relations sexuelles avec sa petite amie. Vous savez, des preuves vraiment incroyables. Ils ont trouvé un ordinateur portable dans la voiture. Vous pouvez saisir des articles, mais cela ne vous donne pas le droit d'examiner le contenu de ces articles. Vous avez besoin d'un deuxième mandat de perquisition pour les fouiller parce que, alors, vous envahissez vraiment leur vie privée. Donc, nous avons obtenu un deuxième mandat pour fouiller le contenu de l'ordinateur. Ils ont trouvé un couteau dans la voiture avec du sang visible à l'œil nu. Ils ouvrent le coffre. Il y a ce qui semble être une tache de sang rouge dans le coffre. C'était toute une trouvaille. Maintenant, vous devez comprendre qu'en même temps, nous examinons la voiture rouge qui appartient à Johnny Altinger. Il y a ce qui semble être du sang rouge dans le coffre de la voiture de Johnny aussi. Les enquêteurs travaillent à créer un profil d'ADN à partir de la preuve trouvée dans l'appartement d'Altinger. Vous savez, ce n'est pas comme à la télévision. Ils apportent le sang au laboratoire et 30 minutes plus tard, ils obtiennent un profil d'ADN et ils savent qui est le méchant. Dans la vraie vie, cela ne se produit pas. Ce n'est pas la façon dont cela fonctionne. Il faut en moyenne 60 jours pour obtenir des résultats d'ADN, en fonction de l'urgence de votre cas. Dans les meilleurs délais, il faut compter environ 5 à 7 jours pour tout effectuer en 2008. Le laboratoire a fini par développer le profil d'un seul homme à partir du sang trouvé dans le coffre de la voiture. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas l'ADN de notre homme porté disparu. Le laboratoire parvient à extraire l'ADN d'Altinger. Il commence la comparaison des deux profils d'ADN provenant des voitures, ce qui devrait prendre une dizaine de jours. Le sang retrouvé se révélera-t-il celui de John Altinger? Et si tel est le cas, où se trouve le corps de la victime? La disparition de John Altinger lance une enquête d'homicide sans précédent. De nombreux indices, dont des traces de sang retrouvées sur un couteau, désignent Mark Twitchell, un prétendu cinéaste, comme le principal suspect de ce meurtre. Mais en l'absence du corps de la victime, la police ne peut arrêter et inculper Twitchell. C'est alors qu'un coup de théâtre survient. Vers le 4e jour de notre enquête, je suis assis à mon bureau et le détective Anstey me dit « Tu vas pas croire ce que nous avons trouvé dans l'ordinateur. » Des fichiers avaient été supprimés de l'ordinateur et notre unité spécialisée dans la criminalité technologique les a récupérés sur le disque dur. Et ils ont récupéré un journal de 30 pages qui essentiellement décrit ce que nous pensions être l'assassinat complet de Johnny Altinger. C'était un journal détaillé. Le document était intitulé « SK Confessions ». Nous soupçonnions que le titre signifiait « Confession d'un tueur en série ». Une des premières lignes du document était « Je ne sais pas quand j'ai décidé de devenir un tueur en série, mais c'était un sentiment de pure euphorie. Maintenant, nous devions prouver que le document était vrai. » En effet, le problème, c'est que Twitchell écrit de la fiction. La première tâche des enquêteurs est donc d'établir si ce que raconte SK Confessions est réel ou bien inventé. Alors, ce que le détective Anstey a fait,
Il a lu ce document de 30 pages, ligne par ligne, et a dégagé tous les faits tels que les a écrits Mark Twitchell. Et chaque fois qu'il trouvait un fait, nous l'avons attribué comme une tâche à un détective. Et il y avait donc environ plus de 300 éléments que nous avons pensé que nous pourrions prouver ou réfuter dans ce document. Et toutes ces tâches ont été assignées au détective. En attendant que les faits soient confirmés, ces confessions fournissent aux enquêteurs une hypothèse de départ pour le déroulement des événements. Le narrateur, que le détective Clark identifie à Twitchell, décrit comment il s'y est pris pour attirer sa proie. Mark Twitchell crée un profil sur le site Plenty of Fish ce vendredi matin, 10 octobre, à environ 10 heures du matin. Il dresse le profil de ce personnage de Jen, la fille blonde, sur le site. Le site fait allusion au fait d'avoir des relations sexuelles, au week-end, aux activités sexuelles. Vous savez, des trucs qu'on voit au cinéma. Son but était d'attirer un homme célibataire. Sa mentalité était que l'absence d'un homme célibataire ne sera pas autant ressentie. Et il a choisi John Altinger parce qu'il correspondait à tout ce qu'il recherchait. Un mâle célibataire qui était libre tout le week-end. Alors, il a pris des dispositions au cours de cet après-midi pour rencontrer John. Et il lui donne les indications pour se rendre au garage. Alors, il se fixe un rendez-vous. John est si heureux à l'idée de rencontrer cette fille, il s'y rend en voiture et arrive tôt. Et en fait, il ne s'en rend pas compte, mais il entre dans le garage, les lumières sont allumées, la porte est entr'ouverte. Il tombe sur Mark Twitchell. Twitchell décrit cela dans ses confessions. Il est un vrai acteur. Johnny dit « Je suis désolé, je suis censé rencontrer une fille ici. » « Oh, vous devez vouloir dire « Jen, elle vient de sortir, elle sera de retour sous peu. » Mark joue le jeu. Et il lui dit « Vous pouvez revenir. » Alors Johnny repart. Quelques minutes plus tard, Johnny reçoit un courriel où Jennifer lui donne rendez-vous un peu plus tard. Alors, Mark décrit dans ses confessions comment, à ce moment-là, il se demande « OK, est-ce que je poursuis mon plan? » Il a maintenant presque des doutes. Est-ce que je poursuis ou non? Est-ce que j'y vais? Et il décide « Oui, je vais aller jusqu'au bout. » Alors, ce vendredi soir, John revient et quand il arrive, la porte est entr'ouverte et il fait noir maintenant dans le garage. Et boum! Comme cela est écrit dans les confessions, il reçoit plusieurs coups derrière la tête avec des tuyaux de plomb. Mark Twitchell décrit ce moment où il met John à terre comme un moment difficile, et John se relève à nouveau. Il essaie de se débattre, mais il est tellement étourdi par les coups à la tête. Puis Mark Twitchell décrit ensuite comment il sort son couteau de chasse et il dit « Je l'ai plongé dans son ventre » et c'était du pur Hollywood. Je me souviens de ces mots, d'avoir lu ces mots. C'était du pur Hollywood. La façon dont John a écarquillé les yeux et qu'il a senti le couteau pénétrer en lui, et il dit « Je l'ai seulement maintenu là et il est mort dans mes bras. » Ensuite, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il retourne à la maison dans ses vêtements trempés de sang. Il laisse John sur le plancher du garage ce soir-là. Il verrouille le garage. C'est assez audacieux. Vous ne pensez même pas. Vous venez d'assassiner quelqu'un. Vous ne cherchez pas à vous débarrasser de lui. Vous rentrez à la maison. Dans les SK Confessions, le narrateur raconte qu'il rentre chez lui vers minuit et se faufile au sous-sol. Sa femme, qui dort au premier étage, ne remarque rien. Il jette ses vêtements dans la machine à laver et va se coucher. Il revient ensuite, le lendemain, le samedi, et il commence à tout nettoyer. Alors, il place John sur la table et il commence à le découper avec un ensemble de traitements de gibier. Et il parle du fait de fredonner une chanson, de manger les croustilles, de boire un verre de boisson gazeuse pendant qu'il le découpe, comme s'il est réellement en train de s'amuser.
Il pense que c'est formidable. Il parle en détail de la façon dont il le tranche et comment la chair se fend aisément et comment il est facile de couper le long des joints pour rompre les os en petits morceaux. Il décrit qu'il le met dans un sac à ordures. Il va tout jeter cela dans un plan d'eau quelque part et se débarrasser de lui. Le document SK Confessions poursuit en racontant comment il se débarrasse du corps de la victime. Alors, il a emballé les restes de John dans le coffre de la voiture de John, la Mazda rouge. C'est alors qu'il se rend compte « Oh, c'est une manuelle, je ne peux pas la conduire. Zut, je ne peux pas. Je vais avoir des problèmes avec cette voiture. » Il reprend les sacs. Bien sûr, le contenu a un peu coulé. Le sang est dans le coffre et il va dans sa voiture. Maintenant, il a le corps dans sa voiture et il conduit depuis plusieurs jours avec lui. Il n'est pas sûr où s'en débarrasser et il vérifie les sites de la rivière et pour diverses raisons, il décide de ne pas le jeter dans la rivière. Il revient et décide que ce sera le baril d'incinération. Il prend donc le baril et finit par arriver à la maison de sa mère durant un jour de la semaine suivante. Puis il tente de brûler les restes de John. Il pensait que c'était possible de brûler un corps dans un baril de 45 gallons parce que ça s'est vu à la télévision. En réalité, il faut beaucoup de chaleur pour brûler un corps. Il est en train de brûler les parties du corps. Il entend une sirène de pompiers et pense qu'il venait à cause de son feu, que les voisins ont vu la fumée sortir du baril et ont dû alerter les pompiers. Il renverse le baril, éteint le feu et traîne les restes de la matière plastique et des morceaux de corps, puis les jette dans le garage de ses parents. Mais les pompiers n'ont pas été alertés pour le feu du narrateur, mais pour une autre urgence à quelques rues de là. Ce qui était frustrant, c'était que le journal de 30 pages se termine avant d'avoir dit où il a jeté le corps. Et le script était incomplet sur cette page. Et c'est là où ils avaient récupéré le fichier supprimé. Nous sommes retournés les voir. Vous devez trouver davantage. Il y a quelques pages de plus à ce journal. Et il va décrire l'endroit où il a jeté le corps. Mis sur la piste par SK Confessions, les enquêteurs soupçonnent que Twitchell s'est servi des comptes Internet d'Altinger pour envoyer les faux courriels à ses amis, afin d'endormir leurs soupçons. Mais Twitchell n'est pas le seul à avoir des connaissances en informatique. Les experts de la police réussiront-ils à reconstituer les dernières pages de SK Confessions? Est-ce que les résultats de l'analyse d'ADN confirmeront que le sang était celui de John Altinger? À Edmonton, la police accumule un nombre impressionnant de pièces à conviction dans l'affaire John Altinger. Le suspect, Mark Twitchell, a même laissé ce qui semble être une description détaillée de comment il a planifié et accompli le meurtre. Cependant, le corps de la victime est introuvable. La police attend impatiemment la confirmation que le sang retrouvé sur la scène du crime est celui de John Altinger. Elle espère aussi que les experts en informatique réussiront à extraire du disque dur de l'ordinateur de Twitchell les dernières pages manquantes au SK Confessions. Au domicile de Mark Twitchell à Saint-Albert, l'équipe scientifique de la police trouve des gouttes de sang dans le tambour de la machine à laver, sur la boucle de sa ceinture et sur une paire de jeans. Elle découvre sans peine un masque de hockey peint qui correspond exactement à la description d'un masque que porte l'agresseur dans SK Confessions. Le garage loué par Twitchell est une mine de preuves, laissant peu de doute qu'il s'agit bien là de la scène du crime. Quand les policiers vaporisent du luminol un peu partout, c'est une constellation de points bleus qui apparaît. Lorsque vous arrivez et que vous regardez, c'est vraiment difficile à voir. Vous devez vraiment tenir votre lumière vers le bas et bien examiner et savoir ce que vous recherchez pour le repérer. Ce patron d'éclaboussure de sang est bien connu des spécialistes. Annie Sauvageau, pathologiste judiciaire, décrit comment il se produit. Quelqu'un est frappé à la tête avec une arme contondante, par exemple avec une barre de métal ou avec un bâton de baseball. Le scalp va s'ouvrir sous l'impact de l'arme. C'est ce qu'on appelle une lacération. Au premier coup, il y aura
D'habitude, il n'y aura pas de saignement encore et il n'y aura pas non plus d'éclaboussure de sang. Mais après le premier coup, le scalp qui vient de s'ouvrir va se mettre à saigner et le scalp et les cheveux vont s'imbiber de sang. Et au deuxième coup et au coup suivant, à ce moment-là, quand l'arme va percuter la tête, le sang va éclabousser à partir de tout le sang qui s'est ramassé comme en éponge dans les cheveux et la blessure. Il a été en mesure de déterminer à partir des éclaboussures de sang la hauteur des coups portés, le nombre de coups, vous savez, les différents coups qu'il y a eu. Tout ceci correspond à la description incluse dans SK Confessions, où Twitchell raconte que le tueur frappe sa victime avec des tuyaux de métal. Les tuyaux ont également été trouvés dans le garage. L'un des tuyaux avait le sang de John au bout. C'était un tuyau fileté et en fait, on pouvait voir à l'œil nu de la matière cérébrale à l'intérieur du tuyau qui était ouvert à l'extrémité. Il y avait une valise verte dans laquelle se trouvait un ensemble de traitements de gros gibier. En tant que chasseur, vous abattez un orignal dans la forêt, vous le coupez en morceaux. Lorsque vous ouvrez l'ensemble, chaque outil, chacun avait du sang. C'est ce qu'il a utilisé pour dépecer Johnny. Le baril de 45 gallons était à côté de la table et il y avait des traces de brûlure dans le baril car des choses y avaient été brûlées. Il y avait beaucoup de produits de nettoyage. Il y avait des gants en caoutchouc, des feuilles de plastique. Il y avait, je ne sais pas si c'était du javelisant, mais c'était, vous savez, des produits de nettoyage de ce genre. Des serviettes en papier, des choses de cette nature. Finalement, au laboratoire d'informatique de la police, les experts parviennent à reconstituer la fin de SK Confessions. Ils obtiennent environ 4 autres pages, et ces 4 pages décrivent qu'il a jeté le corps dans un égout d'une banlieue d'Edmonton. L'exploration des égouts de la ville commence alors. C'est une tâche colossale. Entre-temps, les enquêteurs se voient contraints de réexaminer la question du mobile du crime, à la lumière de ce que disent, ou plutôt ne disent pas, les SK Confessions. Nous avons pensé dès le départ que Mark Twitchell avait filmé l'assassinat. Nous avons pensé que c'était son assassinat ou son motif, qu'il avait essentiellement tourné un film sur l'assassinat réel de Johnny et que nous allions le trouver sur le disque dur. Quand nous avons trouvé le document écrit, il n'y avait aucune indication selon laquelle il l'avait filmé. Il n'y avait que son plan et son enthousiasme à l'idée de devenir un tueur en série. Depuis son interrogatoire avec le détective Clark, Twitchell se terre chez ses parents. Il communique avec l'extérieur principalement par Internet. Pendant ce temps, nous avons entrepris une opération d'infiltration et nous avons contacté Mark Twitchell par Internet. Parce que l'une des choses que nous avons apprises au cours de la semaine suivante, à mesure que l'enquête progressait, c'est que Mark Twitchell avait escroqué plusieurs milliers de dollars de ses amis. Il avait convaincu ses amis et plusieurs associés qu'il avait un genre de bande-annonce pour un film de 3,5 millions de dollars qu'il allait tourner. Nous savons que 3 personnes ont investi 35 000 dollars et Mark vivait de cet argent. Il avait un site web, je crois que ça s'appelait Express avec un X, Express Entertainment. Et nous sommes allés sur ce site et nous avons fait semblant que nous allions être des investisseurs. Nous étions inquiets sur la base du document qu'il avait écrit, qu'il voulait être un tueur en série et qu'il risquait de sortir et de tuer quelqu'un d'autre pendant que nous continuions à recueillir des preuves pour l'inculper. Les enquêteurs obtiennent finalement des résultats d'ADN qui lient le sang trouvé dans le garage et dans la voiture de Mark Twitchell à John Altinger. Tout le monde est surexcité. C'est fait. C'est le moment de l'épingler. Nous allons sur Internet et nous avons notre agent d'infiltration qui est chargé de le rencontrer dans un café dans le quartier où se trouve la maison de ses parents. Alors, Mark sort de sa maison et il se fait prendre. Et les gars de l'équipe tactique sont dans un gros véhicule, ils bondissent, ils portent leur cagoule, ils ont leur mitraillette et ils lui tombent tous dessus. Il a si peur qu'il urine dans son pantalon. Il est terrifié. Twitchell est maintenant en garde à vue pendant 24 heures. Ce délai écoulé, les enquêteurs doivent le laisser au centre de détention provisoire. Ils veulent profiter de ce temps pour faire avouer à Twitchell où il s'est débarrassé du corps de sa victime.
Pendant 8 heures, le détective Bill Clark soumet Twitchell à une énumération accablante de toutes les preuves assemblées contre lui. Mais Twitchell ne dit rien. Les détectives conduisent finalement Twitchell au tribunal. Il est accusé de meurtre au premier degré sur la personne de John Altinger et est incarcéré. De retour au poste de police, les détectives décident de se consacrer à la recherche de la première victime dont parlent les SK Confessions. Ils envoient des policiers faire du porte-à-porte et font un appel à la presse, à laquelle ils montrent le masque de gardien de but de hockey. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel téléphonique d'un homme qui dit « Je pense que c'est un de mes employés ». Il m'a parlé de ça, j'ai dit « OK, c'est qui ?» Il dit « Il s'appelle Gilles Tétrault ». J'ai dit « Vous devez dire à Gilles de me contacter, j'ai besoin de lui parler ». Et c'est ce qu'a fait Gilles, et il est venu le jour suivant. C'était sans aucun doute l'interrogatoire le plus fascinant que j'ai fait de ma carrière. 7 jours avant le meurtre de John Altinger, Gilles Tétrault, un agent de sécurité, appâté lui aussi sur le site Internet de rencontre, se rend au garage de Twitchell. Gilles arrive au garage et il se glisse sous la porte et il fait noir. Et il dit « Je me souviens de m'être dit, c'est un peu bizarre ». Mais il est tellement surexcité à l'idée de rencontrer cette soi-disant belle fille blonde qu'il va traverser le garage. Et puis, il voit ce gars debout en face de lui avec ce masque de hockey. Et vous savez, il a peur. Il a incroyablement peur. Twitchell attaque Tétrault avec un pistolet paralysant et le plaque au sol, face contre terre. Tétrault se défend, tandis que Twitchell tente de lui passer les menottes. Tétrault voit sa vie défiler devant ses yeux. Il se défend avec l'énergie du désespoir. Il parvient à s'échapper. Au moment de l'attaque, Gilles Tétrault ne voulait pas informer la police. Twitchell est maintenant en détention, où il se tient tranquille. Devant le poids accablant des preuves accumulées contre Twitchell, la Cour décide d'éviter l'enquête préliminaire et de passer directement au procès prévu en mars 2011. Une question, cependant, reste sans réponse. Où est le corps de John Altinger? S'il est bien dans un égout, comme le prétend le narrateur des confessions, dans quelle partie de la ville exactement? Le 10 octobre 2008, Mark Twitchell attire John Altinger dans un garage du sud d'Edmonton et le tue. Un document retrouvé par la police décrit en détail comment il s'y est pris. Inspiré par Dexter, un tueur en série de la télévision, il démembre le corps et cherche à envoyer les restes au fond de l'eau, dans un égout. La police cherche en vain parmi les centaines de kilomètres de canalisation d'Edmonton. Une fois arrêté, Twitchell se referme sur lui-même et refuse d'avouer où il a déposé le corps. Nous n'avions toujours pas John. Nous ne pouvions pas aider la famille à tourner la page. Environ 2 semaines après son arrestation, je suis allé au centre de détention provisoire et nous avons visité Twitchell pour essayer de découvrir l'endroit où se trouvait le corps. Il était en colère et a dit « Vous ne comprenez tout simplement pas, hein? » Le détective Bill Clark n'est pas si facilement découragé. Il visite régulièrement Twitchell pour essayer de savoir où le corps a été jeté. J'ai toujours pensé que c'était un bon commentaire. Il a juste dit « Vous savez, Mark, vous n'avez aucune circonstance atténuante en votre faveur. Le seul facteur d'atténuation pour vous serait de nous donner le corps, de nous donner la victime. C'est la seule chose qui pourrait bien paraître pour vous à la cour. » Une autre année s'écoule. Nous sommes en juin 2010. Nous recevons un appel inattendu à notre bureau de la part de l'avocat de Mark Twitchell qui déclare que Mark veut nous donner quelque chose. Et je dis « Oh, il veut nous donner le corps. C'est la seule chose que nous n'avons pas. » Je ne pouvais pas le croire. C'était si inattendu, près de 2 ans plus tard. L'avocat de Twitchell donne alors aux policiers une carte imprimée où Twitchell a marqué où se trouvent les morceaux du corps d'Altinger, à quelques rues seulement du domicile de ses parents. Un lieu où les policiers sont passés maintes fois, mais qui se trouvait juste en dehors de la zone de recherche. Nous avons fini par y aller cette nuit-là. Puis nous avons retiré le couvercle de la bouche d'égout et c'était juste comme il l'avait décrit. Nous pouvions voir ce qui ressemblait à des parties de corps dans le fond. Difficile à dire. Alors nous avons appelé l'unité des scènes de crime, puis bien sûr, ils ont préparé le véhicule et ils ont passé 2 jours à examiner tout cela.
Une fois les recherches complétées, seulement quelques parties du corps sont retrouvées. Le corps, en état de décomposition avancée, présente les caractéristiques d'un cadavre ayant séjourné dans un milieu humide. L'adipocire va survenir dans les milieux très humides, par exemple dans les marais ou dans les égouts. À ce moment-là, le corps qui est exposé dans un milieu très fluide, très aqueux, va avoir une transformation chimique de ces graisses qui devient un peu comme une grosse masse de beurre ranci. L'avantage pour le pathologiste judiciaire, c'est que dans cet état-là, le corps va être mieux préservé plus longtemps que s'il avait été simplement dans un champ avec l'exposition au soleil, aux animaux, au vent. Par contre, dans un égout, on pourrait également avoir des rats. La police retrouve le torse, le pelvis, quelques os et une dent de la victime. Le reste a probablement été emporté des égouts vers la rivière. Mais c'est assez pour établir l'identité du corps. C'est encore possible d'établir de l'ADN à partir de l'os lui-même ou à partir des dents. Les dents sont également un très, très bon milieu et vont préserver l'ADN très, très longtemps. Le laboratoire n'a pas de difficulté à établir que le corps est bien celui de John Altinger. Maintenant, les enquêteurs se sentent prêts à présenter leurs preuves au procès. Non seulement ont-ils réussi à retrouver le corps de la victime, mais ils ont aussi établi comment le meurtre a été commis. Il y avait près de 300 déclarations tirées de SK Confessions que les enquêteurs ont tenté de confirmer. Ils ont eu un excellent taux de succès. Cela a pris des mois pour accomplir ce travail. Mais à la fin de l'enquête, nous avons pu prouver qu'environ 86 % des déclarations étaient vraies. Le procès de Mark Twitchell commence le 14 mars 2011. L'affaire fait sensation dans les médias. L'abondance de pièces à conviction, l'étrange rapport entre réalité et fantaisie chez Twitchell, le rôle qu'a joué Internet pour appâter les victimes, tout cela contribue à passionner le public et les journalistes. La plupart des procès sont assez ennuyeux parce que la couronne doit être très détaillée. Ils doivent établir tous les faits et vous savez ce que chacun fait, vous savez comment ils ont trouvé les preuves et tout le reste. Dans cette affaire, à l'exception d'un seul jour, chaque jour était captivant. Le jury condamne Twitchell à la prison à vie, soit 25 ans sans possibilité de sursis. Le détective Bill Clark est à la fois satisfait du verdict, mais ne peut cacher ses inquiétudes. Au Canada, il pourrait sortir après 25 ans. Vous imaginez-vous ce gars-là à 55 ans? Il pourrait être sorti, il va savoir toutes les erreurs qu'il a commises, ses pensées ne vont pas changer. Mais comment pouvez-vous laisser un type comme ça sortir de prison avec un tel état d'esprit? Il est difficile de comprendre comment une personne comme Mark Twitchell a pu commettre un meurtre aussi horrible. Twitchell idolâtre le personnage de Dexter Morgan, le tueur en série qui tue les autres tueurs en série dans le feuilleton télévisé américain. Mais blâmer la télévision n'est pas suffisant. Il y a des millions de personnes qui regardent Dexter ou des programmes télévisés similaires, que ce soit des émissions violentes ou avec un thème de justicier. Et puis, la très grande majorité de ces personnes ne pensent pas à ça, elles ne sont pas obsédées par ça, elles n'ont pas envie de faire ça, ce genre de fantaisie ou d'éléments fictifs dans leur vie réelle. Le docteur Liam Ennis remarque que ce qui est troublant dans le cas de Mark Twitchell, c'est que le mobile du tueur est simplement de tuer, pour le plaisir de tuer. Nous parlons ici d'un homicide qui n'a pas été commis pour de l'argent, qui n'a pas été commis pour garder un secret, qui n'a pas été commis par une sorte de passion ou un désir de vengeance particulier contre un individu. Et c'est pourquoi vous devez penser que les individus comme ça, quand la motivation du meurtre vient de ces sentiments de supériorité, ils retournent à la case zéro et le font à nouveau. Ils n'éprouvent jamais une sensation ou un frisson comme ça ailleurs dans leur vie. Et la perpétration du crime n'est jamais tout à fait à la hauteur de la fantaisie. Twitchell a raté sa première attaque contre Gilles Tétrault, mais il a réussi la seconde contre John Altinger. Cela en fait-il un tueur en série? Nous croyons que nous l'avons épinglé dès son premier meurtre, mais en nous fondant sur ce que nous avons appris sur Mark Twitchell, nous pensons qu'il aurait continué à tuer au cours des mois suivants. Dans cette affaire, qui s'est jouée aux frontières de la réalité et de la fiction, deux réalités cohabitent. En surface, la normalité d'une banlieue tranquille, des rendez-vous amoureux et d'un jeune homme ambitieux. Et sous la surface,
la monstruosité d'un esprit malade, le plaisir de tuer et l'eau croupie des égouts de la ville.